autour des bras zéro quand on est en pleine lutte syndicale. Est-ce qu'on pense qu'à Wall Street, quelque part, autour de la bourse ou ailleurs, se joue ce qui va finalement décider de votre sort? Je vous avoue que depuis un quart d'heure, je me demande ce que je... Enfin, pas ce que je fais là, mais je suis en train de guetter la sortie en me disant qu'est-ce que je fais? Je me sauve, je me barre en courant. Qu'est-ce que je suis venu foutre là? Pourquoi? Parce que je comprends rien, quoi. Moi, on me parle de crise, mais de quelle crise? Pour qui la crise? Parce que pour moi, une crise, c'est en général, c'est quand ça va pas, quand il y a une catastrophe, quand ça se retourne contre ceux qui l'ont causé. J'ai beau regarder dans tous les sens, on parle de crise, et puis moi, j'en vois qu'une seule de catégories qui ont subi la crise, parce que ceux qui l'ont causé, c'est les banques, c'est les multinationales, c'est les marchands d'armes, et c'est aussi les médias, les politiques, les économistes, qui n'ont rien dit depuis des années, qui nous cachent depuis des années, parce que ça paraît tellement évident. Aujourd'hui, tout le monde nous dit que c'est évident. Il y a cette dame quand même qu'on voyait dans le film, cette dame qui disait « j'ai tiré la sonnette d'alarme ». Bah ouais. Alors voilà, je me pose... Moi, je suis là en tant qu'humaniste, en tant qu'être humain, et j'ai du mal à entendre tout ça, parce que tout à l'heure, vous parliez des bidonvilles qu'il y avait dans Paris avant, sauf que ces bidonvilles, ils existent toujours. Ils sont en bas de France 2. J'ai vu qu'il y avait une belle tente avec un mec qui fait la grève de la faim, qui est en train de crever dans une tente. Avant cela, c'était dans les bidonvilles de Paris, parce qu'à Paris, on avait le droit, les classes populaires avaient le droit de vivre à Paris. Aujourd'hui, elles n'ont plus le droit. Elles sont chassées. Et moi, quand on parle de crise aujourd'hui, je me dis que d'un côté, il y en a qui en ont profité, il y en a qui ont gagné encore plus de fric. Parce que c'est... Vous pensez à qui? Aux banques, encore à la finance? Je parle de tous ceux qui en profitent, à la finance, les marchands d'armes. Ceux-là, ils s'en profitent bien, parce que les crises aussi, ça fabrique des guerres. Et je me dis que la crise pour les ouvriers, sont devenus des chômeurs. C'est une marche en chaque fois qu'on descend. Quand il y a une crise, en général, les riches, il y a une marche qui monte pour eux. Et pour les pauvres, c'est une marche qui descend. J'ai du mal à parler parce que... Et vous voyez, pour les ouvriers, c'est se retrouver au chômage, la première marche. La deuxième marche, c'est ceux qui sont au chômage, c'est se retrouver mal logés. Et la troisième marche, pour ceux qui sont mal logés, après, c'est se retrouver sans abri. Et la dernière marche, c'est à passer de sans-abri à mort de froid. Et ça, moi, je ne supporte pas. Quand je viens dans votre ville, à Paris, quand je vois toutes ces tentes, quand je vois tous ces gens qui crèvent, mais comment il y a des gens qui peuvent se regarder en face? Comment... Que sont devenus ceux qui étaient à vos côtés dans l'usine? Est-ce qu'ils ont eu la chance de retrouver un emploi? Non. Est-ce qu'ils ont retrouvé une place dans le circuit? Non, il y a 940 mecs sur le carreau, sur 1120. Et le pire, ce qui me dégoûte le plus dans tout ça, c'est au niveau des dirigeants, des politiques, qui pendant tous ces conflits ont été voir les ouvriers. On a entendu les Sarkozy, les Fillon, les Châtel et compagnie, à l'époque de Continental, dire que c'était scandaleux, que les raisons économiques de cette boîte étaient inadmissibles. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai une grosse pensée pour mes potes de Molex, pour mes potes de Philips Dreux, pour les Continental, à qui tous ces politiques ont crié au scandale, mais pour qui tous ces politiques, tous les ministres du travail aujourd'hui, ont validé les mesures économiques des licenciements. On dit aujourd'hui, toutes ces boîtes ont eu raison de fermer. C'est ces mêmes politiques aujourd'hui, à l'époque, qui criaient au scandale, qui ont validé tous les motifs économiques de licenciement. Expliquez-nous d'un mot, parce que Clairoy a fermé, usine de pneus, une usine en Roumanie a été développée. Est-ce que ça signifie que l'usine de Clairoy n'était plus compétitive dans ce système pour fabriquer des pneus face à une concurrence des pays de l'Est? Il y a des chiffres qui sont très simples, c'est qu'est-ce que ça veut dire une usine qui est rentable ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne fait pas de bénéfices, qu'elle n'est pas productive? Mais non, puisque quand vous voyez les chiffres de Continental, le coût de revient d'un pneu à Clairoy, c'est 10 euros. Ça coûte 10 euros à Continental. En Roumanie, c'est 5 euros. Vous dites c'est le double, c'est normal. Mais non, puisque le prix de vente moyen d'un pneu, c'est 75 euros. Qu'il soit fabriqué en Roumanie ou en France, il est vendu 75 euros en France. Ça veut dire que l'usine de Clairoy, elle produisait pour 7 fois et demi ce que ça lui coûtait. Alors qu'en Roumanie, c'est 15. On vient nous dire aujourd'hui que l'usine de Clairoy n'est pas rentable, que les Molex, que les Philips Dreux, que les Total qui font 20 milliards de bénéfices, que leur boîte, elle n'est pas rentable.
Non, on est sacrifié sur l'autel du fric, du fric, du fric. Et quand on nous parle de crise de quoi, on nous parle de crise de quoi? Moi, je vous dis que c'est la crise du capitalisme, pas du capitalisme, puisque les capitalistes s'en sortent bien, mais c'est la crise du capitalisme. Aujourd'hui, le capitalisme est en berne. Et moi, il n'y a qu'une chose que je me dis, c'est que la crise des capitalistes, j'espère qu'elle arrivera bientôt. Ça voudra dire que demain, il y aura 20 millions d'ouvriers dans la rue, il y en aura des milliards dans le monde entier qui se révolteront pour foutre en l'air et pour foutre dehors tous ces salopards qui nous ont foutus dans la merde. Parce que ça ne peut plus durer. J'ai fermé les chantiers navals de Normet pour pouvoir sauver la construction navale en France. Ça coûtait plus cher que ça ne rapportait. C'est une décision difficile. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé de faire ce qu'on a essayé de faire dans beaucoup d'entreprises, et quand les entreprises gagnent de l'argent, c'est faire un accompagnement social. C'est de faire en sorte que les gens partent. Vous avez obtenu quand même une indemnité qui est beaucoup plus importante que n'importe quel licencié d'une petite PME. Parce que vous êtes battu tout ce que vous voulez. Parce que l'entreprise pouvait le faire. Parce que c'est une entreprise riche. Les entreprises pauvres ne peuvent pas faire ça. Donc j'ai donné à Normet. Ça vous dérange pas de dire que c'est une entreprise riche et qu'elle ferme une entreprise? Vous sortez ça naturellement, que c'est une entreprise riche et qu'elle ferme une boîte. Mais que vous trouveriez normal qu'une entreprise ferme parce qu'elle est en faillite, et vous êtes dans un modèle, monsieur. Et vous trouvez normal, vous dites naturellement qu'une entreprise elle ferme et elle donne du fric, elle peut donner du fric, elle fait ce qu'elle veut. Monsieur Madelin, le gouvernement a distribué 9 milliards à Renault et à Peugeot pendant le temps de la crise. Vous savez ce que c'est 9 milliards? Avec 9 milliards, on aurait pu créer 100 000 emplois pendant 3 ans. C'est plus que d'ouvriers qu'il y a dans ces deux entreprises réunies en France. Arrivé un moment dans la vie, c'est une histoire de choix. Et quand on fait le choix, vous dites qu'il y a un problème. Le problème, vous savez quoi? C'est qu'il y a 10% de la planète qui détient 75% des richesses. Le vrai problème... Vous voyez Mitterrand qui dit qu'il faut arrêter les subventions à la sidérurgie. On a reconverti la sidérurgie. Il ne fallait pas le faire, on est revenu en arrière. Eh bien, il fallait peut-être le faire, mais ça n'est pas forcément... parce que Mitterrand l'a dit que c'est forcément... Ce que je veux dire, Pierre Arditi, c'est que dans ces un très bon exemple, monsieur. Vous citez Mitterrand, effectivement. Mitterrand est l'homme de gauche que les ouvriers... Attends, laissez-moi... Mitterrand est l'homme de gauche que les ouvriers attendaient depuis 25 ans, et c'est l'homme de gauche, c'est le dernier homme de gauche à avoir trahi les ouvriers, à avoir vendu la sidérurgie, à avoir massacré physiquement les gens de la sidérurgie. Excusez-moi, monsieur Mitterrand, vous savez, il n'est pas un exemple pour vous peut-être, mais pas pour la classe ouvrière. Vous avez la haine contre les patrons en général, ou est-ce qu'il faut quand même des patrons pour faire tourner l'économie? Oh, je m'en fous de tout ça, c'est pas le genre de question que j'ai envie de répondre. Les patrons, ça n'existe pas, des patrons de toute façon. Vous en voyez beaucoup des patrons. Nous, chez Continental, pour avoir nos patrons, il a fallu qu'on prenne à 150 nos bagnoles, qu'on monte à 600 Conti à Clairoy, à Sarreguemines pour bloquer l'usine, pour voir nos patrons, parce qu'ils étaient au fin fond de l'Allemagne. Nos patrons, c'est pas les guignols qui ont pris les œufs dans la gueule le premier jour de la fermeture de l'usine. Ceux-là, c'est des hommes de paille. C'est des mecs qui prennent leur téléphone et qui appellent l'Allemagne pour savoir où ils en sont. Il n'y a pas de patron. Avant, il y avait peut-être des patrons. Mon père, quand il a travaillé chez Poquelin, ancêtre chez Poquelin, c'était Perrier, ça s'appelait. Il y avait un patron à qui affronter, c'était pas un mur. Aujourd'hui, c'est même pas un mur. Il n'y a plus rien. Les ouvriers se retrouvent à la rue, complète. Il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux. Ils sont complètement abandonnés. Et après, on s'étonne qu'il y a des choses qui se passent, Voilà. Après, on demande à des gens s'ils regrettent leurs gestes, Vous savez, monsieur Pujadas, si un jour vous m'avez posé la question, vous m'avez demandé si je regrettais. Ce jour-là, je vous ai dit que je regrettais pas. Gentiment. Ce jour-là, vous m'avez demandé si je regrettais pas. Je vous ai dit que je regrettais rien. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a une chose que je regrette. C'est que si j'avais eu 40 kilos de plastique, cette usine, ces machines, il n'y en a pas une qui serait sortie de là-dedans. Parce que ça fait des mois qu'on les voit sortir, nos machines. Les machines pour lesquelles on a crevé dessus. Qu'on nous a piqué notre pognon, qu'on nous a dit que c'était pour investir pour notre avenir. Vous savez, on les a vus sortir une par une. Les camions, on les a vus sortir un par un, avec nos machines. Pour aller où? Pour aller en Slovaquie, pour aller au Mexique, pour aller en Roumanie, pour aller en Ukraine. On les a vus sortir une par une. Ça, je regrette. Je regrette une chose. Parce que ces machines, elles nous ont fait crever. Et je veux pas qu'il y en ait d'autres qui crèvent dessus. Mais on les a laissés sortir. On n'a pas eu le courage. On n'a pas eu, je sais pas, mais
Ça, je regrette. Ça. Pour que chacun peut prendre des exemples. J'aurais rêvé de pouvoir faire un film avec mes exemples à moi. Mais sur la finance, notre juste sujet, un mot. c'est la crise. Ça sera le deuxième film. la même notion du partage, excusez-moi. Mais... Sur la finance, ce que je voudrais dire simplement en réponse à ce que vient de dire Cohen, c'est que le cœur de la crise, il touche le système bancaire. Et le système bancaire, c'est plus régulé qu'une centrale nucléaire. Hein, il y a 9 gendarmes aux États-Unis, la réglementation n'a cessé d'augmenter, les budgets n'ont cessé d'augmenter, les effectifs n'ont cessé d'augmenter, 5 milliards de budget, mais la réglementation n'est pas bonne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire comment, en réalité, c'est pas des méchants, mais comment à un moment donné, c'est le procès de l'erreur humaine. Les subprimes, à l'origine, c'est une très bonne intention. C'est pas de la stupidité, les banquiers sont pas stupides comme ça. Montrer que ce ne sont pas des méchants, ce sont des bonnes intentions et c'est à un moment donné, ce sont des failles de l'esprit humain, les erreurs humaines. Allez, je vous propose d'écouter. Il ne va d'erreur en erreur, mais il progresse. Je vous propose d'écouter. Franchement, il croit ce qu'il dit. Enfin, mais c'est du blabla, mais votre blabla, ça fait 30 ans que vous nous le servez, monsieur Madelin. Ça sert plus à rien. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que vous expliquez pas la que le... méchanceté de dire que c'est depuis 70 ans. Ça fait 30 ans que votre blabla que vous nous le servez, vous dites que votre capitalisme c'est le meilleur du monde, il y a un tiers de la planète qui crève la dalle. Mais rendez-vous à l'évidence, arrêtez votre blabla. Ça fait 30 ans qu'on nous le sert, 40 ans qu'on nous le sert le même blabla. Cela dit, Xavier Mathieu, est-ce que les... Vous y croyez pas, monsieur Madelin? Vous vous servez bien, vous êtes dans le système, vous en profitez bien du système. Vous pouvez ne pas aimer ce monde. Ah mais ça me plaît pas. Vous pouvez ne pas aimer ce monde, malheureusement il faut vivre avec. C'est pas le monde que j'aime pas, c'est les gens comme vous qui vivent dans ce monde. C'est ces profiteurs comme vous qui essayent de nous faire croire depuis des années que votre méthode c'est la bonne. Moi je suis content de voir que les Tunisiens, que les Algériens se révoltent et j'espère qu'ils vont nous montrer le chemin. J'ai pas cru comprendre qu'ils se révoltaient contre le capitalisme, j'ai cru comprendre qu'ils se révoltaient contre des régimes qui n'étaient pas très démocratiques. Oui, non, ça c'est ce que vous dites. Pour une fois que vous pouvez pas le dire, que ce sont des jeunes qui se révoltent contre la crise, monsieur. Et ça vous embête, justement, de parler de pouvoir, pour une fois, de ne pas parler de ces pays-là en parlant de barbus intégristes. Non, vous avez des jeunes qui se battent pour sauver leur peau. Ça c'est ça qui vous déteste. Alors, puisque vous parlez